Allô la Lune, ici la Terre, émission spéciale Pollutech, le salon de l'environnement et de l'énergie sur Carbone Zéro la radio. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre, le MAC qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro la radio et une émission spéciale Pollutech et toujours une conviction, écologie et économie sont intimement liées. Nous allons très loin de tous les sujets, on va dire, idéologiques pour être dans le concret. Allô la Lune, ici la Terre, c'est le MAC des acteurs qui ont les pieds sur Terre. Ils vont être 4 en plateau, je vais vous les présenter dans un instant pour une émission spéciale, comme je disais, spéciale Pollutech, ce salon de l'environnement et de l'énergie qui aura lieu du 10 au 13 octobre prochain à Lyon Eurespo. On va en parler puis on va zoomer sur un sujet très particulier dont on parle finalement peu souvent et qui est assez central, même si évidemment cet été il y a eu le plan eau, c'est le sujet de l'eau et des sols. Ça sera le cadre de cette émission spéciale. Je vais donc présenter nos invités. Anne-Manuelle Hébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice donc de Pollutech, ce salon qui fait l'objet de cette émission spéciale. Et dans un instant, évidemment, on va d'abord dézoomer un peu avant de parler de l'eau pour parler globalement de ce salon, de ses enjeux, avec quelques nouveautés aussi que vous allez nous dévoiler. On est ravis aussi d'accueillir Marie Petenati, bonjour. Bonjour. Qui est donc hydrogéologue au sein du BRGM. Alors c'est vous qui suivez notamment un peu le niveau de l'eau, pas seulement, qui nous alertez justement en cas de sécheresse. Donc on va faire un peu le point avec vous sur ce sujet central dont je parlais, qui est l'eau. Elisabeth Vidal, bonjour. Bonjour. Directrice du Carnot Eau et Environnement. Donc vous comprenez, on va continuer un petit peu dans cette logique aussi de parler de l'eau. Vous nous expliquerez un petit peu plus ce qu'est ce Carnot Eau et Environnement, qui rassemble 11 unités de recherche sur ces sujets-là. Et on va zoomer un petit peu en particulier avec vous aussi sur l'agriculture, parce qu'on parle des sols aussi, c'est important de parler de ce sujet-là. Et puis on a aussi envie de mettre en avant des entreprises aussi qui s'engagent, présentes sur Pollutech. C'est le cas d'Antea Group avec Axel Aurouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable gestion intégrée de la ressource en eau pour cette société d'ingénierie, cabinet de conseil en environnement. Évidemment, vous allez nous expliquer concrètement les solutions que vous apportez, évidemment, à vos clients, à ceux qui vous suivent. Mais tout de suite, évidemment, on va commencer, puisque c'est une émission spéciale Pollutech, par zoomer sur ce salon. C'est le décryptage de l'actu. Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu. Et ce décryptage de l'actu, on va le faire en compagnie d'Anne-Manuelle Hébert, qui est donc la directrice de Pollutech, ce salon de l'environnement et de l'énergie qui ouvrira ses portes le 10 octobre prochain, jusqu'au 13 octobre à Lyon Eurespo. 45 ans déjà pour Pollutech, un beau chemin parcouru et évidemment un événement, j'imagine, qui a encore plus sa place par les temps qui courent quand on parle aussi de ces enjeux de changement climatique dont on parle sur ce plateau. Tout à fait, 45 ans. À l'époque, Pollutech était un événement précurseur, puisque c'était le salon des solutions pour la gestion de la pollution. Et aujourd'hui, Pollutech, c'est 11 grands secteurs qui sont présents et qui représentent l'ensemble de la grande filière environnementale. C'est 2000 entreprises sur cette édition, dont 20% d'internationales. Et nous attendons entre 45 000 et 50 000 professionnels du secteur privé et du secteur public. Et au fil des éditions, Pollutech est devenu vraiment le salon leader en Europe des solutions pour l'environnement, le climat et l'énergie. Alors, vous parliez d'un contexte qui évolue. C'est vrai, ces 3 dernières années ont été marquées par de forts incidents climatiques qui ont fait évoluer les mentalités et le plan, la planification écologique annoncée par Emmanuel Macron et portée par Elisabeth Borne est un marqueur fort qui met l'environnement au cœur des décisions politiques et économiques. Alors la particularité, on dit souvent en France qu'on fonctionne en silo, et d'ailleurs l'objet de cette émission, alors là on a une thématique on va dire un peu commune, mais souvent ici en plateau on a des acteurs d'univers très différents. C'est là qu'on voit que finalement tout se croise, tout est transverse, et vous avez voulu vraiment décloisonner les débats. Complètement. Alors Pollutech, c'est un marché, mais c'est également des conférences avec des ateliers thématiques qui sont portés par nos partenaires et nos exposants autour de thèmes comme l'économie circulaire, l'eau, la gestion des plastiques. Mais c'est en effet aussi une programmation officielle qui s'est construite cette année sur 4 grands thèmes. Le premier, celui de la ressource. Quand on parle de ressources, on parle de l'eau, des matières premières. Une ressource qui se raréfie, qu'il faut préserver et valoriser.
Le deuxième grand thème, c'est l'adaptation, l'adaptation au changement climatique, comment s'adapter, transformer, reconstruire. Le troisième thème, c'est l'engagement, celui de nos exposants et plus largement de nos partenaires et de tout l'écosystème public et privé présent sur Polytech, cet engagement qu'il faut partager. Et enfin, le dernier thème, l'emploi et la formation, parce que sans les bonnes ressources humaines, cette transition ne pourra pas se faire. Et puis, comme vous l'évoquiez, cette programmation, elle s'est construite autour d'un grand principe, celui du décloisonnement, puisqu'en effet, une solution ne peut être trouvée sans la gérer de façon transverse et loin des silos. Alors, vous attendez combien de visiteurs, on va dire, pour ce Polytech? C'est énorme. C'est énorme. En effet, on est vraiment sur une tendance croissante. Évidemment, le contexte, on l'évoquait, il est malheureusement propice aux sujets environnementaux. Donc, comme je le disais, on attend entre 45 000 et 50 000 participants. Voilà, quand même, c'est un chiffre, on va dire, assez colossal et qu'il faut souligner une nouvelle fois. Vous avez parlé aussi de cette dimension internationale dont il faut parler. L'Italie est invitée d'honneur et aussi l'Italie qui est très engagée sur ces sujets. C'est ce que vous avez souhaité mettre en avant, Anne-Manuelle Hébert. Oui, tout à fait. L'Italie est pays à l'honneur sur cette édition. Grand pays industriel. L'Italie a beaucoup d'acteurs à présenter, beaucoup d'innovations et de solutions, notamment dans la question de la réutilisation des eaux traitées, qui sera mise en avant dans différents programmes de conférences, avec la présence notamment d'Acquadotto, qui est le grand distributeur leader dans la région des Pouilles, distributeur en eau potable. Et en quelques chiffres, l'Italie sur Polytech, c'est 150 entreprises exposantes, c'est un pavillon qui va accueillir une cinquantaine d'entreprises, 16 startups, et puis la venue de personnalités, de délégations importantes. Je citerai notamment Confindustria Lombardia, sans l'accent, qui est une sorte de MEDEF de la Lombardie. Alors, il y a aussi une particularité, et c'est vrai qu'on le voit et on le voit monter aussi dans tous ces sujets-là, c'est le rôle que jouent les élus, que jouent les collectivités. Vous avez voulu leur consacrer une journée aussi particulière, parce que c'est important aussi qu'ils puissent voir les innovations, ce qu'ils peuvent mettre en place aussi dans leur collectivité. Complètement. Les élus et les collectivités représentent à peu près 20% du visitorat de Polytech. C'est très important. Ils sont partie prenante de nombreuses décisions. Ils sont confrontés à de nombreuses problématiques et ils doivent trouver des solutions rapides pour répondre aux demandes de leurs concitoyens. Donc, il nous a semblé important sur cette édition de leur proposer un programme dédié. Ce sera la journée du mercredi 11, en leur proposant des ateliers thématiques qui seront animés par des experts autour des sujets de la gestion des biodéchets, la décarbonation de la mobilité, la gestion de l'eau dans les villes, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de leur présenter les sujets qui les concernent en présence de leurs pairs aussi pour se partage également de bonnes pratiques. Alors Polytech, j'allais dire, ça va au-delà de son nom. Quand on entend Polytech, évidemment, on a l'impression, on peut dire, il y a de la technologie, il y a de l'innovation, mais il y a finalement aussi beaucoup d'informations sur ces sujets-là, avec des experts, des personnalités phares aussi qui vont intervenir. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a de l'échange aussi autour des problématiques. C'est pas uniquement c'est important d'apporter des solutions, mais pas seulement. Complètement. Alors, Polytech, c'est vraiment une grande famille. C'est l'ensemble de la filière environnementale qui se retrouve tous les 2 ans à Lyon. Et cette famille et cette filière, elle est composée d'experts, de chercheurs, d'industriels, de personnalités de la société civile, secteur côté politique, etc. Donc, c'est tout cet ensemble qui se retrouve et qui discute, partage, réfléchit également ensemble pour faire avancer les choses. Et alors, vous avez senti qu'il y avait des innovations un peu plus particulières. Vous êtes arrivé il y a peu de temps aussi à la tête de Polytech, donc c'est compliqué aussi de comparer. Mais en tout cas, au fil du temps, il y a vraiment une évolution de plus en plus forte vers certains sujets. Alors l'innovation, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Polytech, puisque à chaque édition, c'est plus d'une centaine d'innovations qui sont présentées, mises en avant dans des parcours de visite. On a également les Polytech Innovation Awards, une cérémonie pendant laquelle on célèbre les innovations et on félicite trois gagnants. Et ça, c'est nouveau, ça.
Non, c'est pas nouveau. Les awards, c'est pas nouveau. L'innovation, c'est dans l'ADN de Polytech, donc c'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau peut-être, c'est forcément à chaque édition, des tendances peuvent se révéler. Et là, cette année, une des tendances que l'on observe, c'est vraiment le développement de l'IA. Oui. Et de toute la dimension Smart Industry, ça c'est certain, notamment dans le secteur de l'eau. Alors justement, voilà, j'allais dire, c'est bon, arriver à cette dernière question aussi pour ouvrir plus largement le sujet dont on traite dans cette émission spéciale, ce choix de l'eau qui est fort aussi et important sur Polytech. Complètement. L'eau est vraiment partout dans la production industrielle, dans la production de l'énergie. On parle de l'hydrogène, du nucléaire, mais également dans nos usages au quotidien. On a vécu ces derniers étés des périodes de sécheresse fortes et on se rend compte bien évidemment que la ressource, et pas que la ressource en eau, elle n'est pas infinie et qu'il faut la préserver, la valoriser. Donc l'eau, elle sera présente vraiment de façon systémique sur le salon à travers des conférences, alors notamment sur le forum Agriculture et Climat où on parlera de conflits d'usage, également sur le forum de l'eau et de l'assainissement, on parlera des technologies et des innovations pour la gestion de l'eau au sens large. Et puis, rappelons-nous que sur Polytech, le secteur de l'eau, c'est un des secteurs phares. Il représente 30% des exposants de Polytech, donc c'est important. Et je parlais des innovations. Un tiers des innovations sur Polytech 2023 sont liées au secteur de l'eau. Au secteur de l'eau, avec aussi une formule qui avait plutôt bien marché il y a 2 ans, parce que c'est évidemment tous les 2 ans. Polytech, c'est le Water Hub, qui permet aussi d'avoir des animations autour des enjeux de la ressource en eau. Complètement. Donc, c'est une zone de démo que l'on appelle le Water Hub. Et le focus qu'on a souhaité donner cette année, c'est l'alimentation en eau potable, le circuit d'alimentation en eau potable. Donc, on va adresser, bien sûr, toute la question de ces 80% de l'invisible, de rendre visible l'invisible, ces fameuses fuites dont on parle pour une meilleure gestion de cette ressource. Une meilleure gestion. Donc, il faut y aller à Polytech. Il faut y aller, évidemment. Merci beaucoup. Et on est nombreux à le dire. Exactement. Merci à vous, Anne-Manuelle Hébert, donc directrice de Polytech. Vous allez évidemment pouvoir commenter dans un instant tous les sujets et les innovations qu'on va voir dans cette émission. Peut-être un commentaire des uns et des autres. Marie Pétenati, hydrogéologue pour le BRGM. Qu'est-ce que ça représente aussi pour vous? Parce que vous êtes régulièrement sur ce rendez-vous de Polytech, d'être présent le BRGM à cet événement. Polytech, ça nous permet de diffuser, disséminer la recherche et la recherche appliquée, la recherche action à tous les partenaires, qui soient des collectivités, qui soient industriels aussi. Et puis sur plusieurs sujets, il y a l'eau effectivement, mais mes collègues seront aussi présents. Ça parlera renaturation des sols, ça parlera solutions fondées sur la nature, énergie également, géothermie. Donc Polytech, c'est vraiment l'occasion de rencontrer nos partenaires historiques, actuels et futurs aussi, et puis sensibiliser effectivement à tous nos corps de métier au service géologique national. Alors j'allais dire même question pour vous, Axel Horouet, aussi sur en quoi Polytech est important aussi pour vous en Théa Group. Merci beaucoup, mais du coup Polytech est important parce qu'effectivement c'est un moment un peu particulier où on re-rencontre nos clients sous une forme un tout petit peu différente, donc ça nous permet aussi de faire du partage de connaissances. On a beaucoup de clients sur toute la France, donc il y a des opérations qu'on a menées dans le nord de la France qui peuvent être, partagées avec d'autres de nos clients. C'est un moment aussi important pour nous dans le domaine de l'ingénierie, puisque toutes les innovations qu'il y a sur Polytech, on est amené aussi à les porter ou à les proposer pour des clients ou pour dans le cadre d'actions ou de projets qu'on mène. Donc c'est un moment très particulier pour nous de rencontre et de partage aussi. On voit un petit peu ce qui se fait d'un point de vue technologique, et donc c'est très important pour nous. Et Elisabeth Vidal, de la même façon. Oui, exactement. Pour nous, en tant qu'organisme de recherche, donc nous serons présents sur un stand INRAE avec 2 autres instituts Carnot. Je pense que je pourrais dire tout à l'heure ce dont il s'agit, mais effectivement, de la même façon, c'est aussi une façon de faire venir nos chercheurs pour les faire rencontrer, leur faire rencontrer de nouveaux partenaires, et puis pour nos partenaires, de leur montrer les résultats les plus aboutis, les mettre au courant des dernières innovations
innovations, des derniers potentiels d'innovation qui sortent de nos laboratoires de recherche sur différents sujets, l'eau, mais pas que, en fait, plus largement, autour des thématiques environnementales. Voilà, et pour avoir eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, et j'y retourne encore cette année, je sais à quel point c'est riche et il y a beaucoup aussi à apprendre. Alors on va aller un peu plus en détail dans ce sujet de l'eau que vous avez commencé à évoquer avec cette nouvelle séquence Objectif 2050. Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050. Et cet objectif 2050, pour se projeter, on va dire, dans l'avenir, mais c'est déjà tout de suite, on va dire maintenant, avec Marie Petenati, qui est donc hydrogéologue pour le BRGM, qui va donc évidemment participer aussi activement à Polytech. Avec vous déjà, faire une forme d'état des lieux. J'allais dire, la sécheresse, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup évoqué, on a eu le plan eau, on pourra en parler aussi, qui a été mis en place. On en est où? Puisque vous, en fait, le BRGM, pour bien expliquer, il assure justement le suivi du niveau des nappes phréatiques en France. Voilà, les nappes phréatiques en France, je fais un petit récap très rapide. Mais il faut être pédagogue. D'hydrogéologie accélérée. Il faut se rendre compte que l'eau sur la planète, à plus de 97%, c'est de l'eau salée. Oui. Et la part d'eau douce, elle va se concentrer dans les glaciers, près de 70%, on va dire, allez, grosso modo. Et puis, l'autre part, la plus importante, à quasi 30%, sont les eaux souterraines, et ça va être 0,4% pour les eaux de surface. Voilà. Donc, cette eau souterraine, c'est une ressource très importante. C'est là où les précipitations, l'eau de pluie vont s'infiltrer, être stockées, puis cette eau, elle va s'écouler dans les eaux souterraines et ressortir aux exutoires, et elle va finalement regagner la mer, et on va repartir dans le grand cycle. Oui. Et donc, nous, BRGM, on s'occupe du réseau piézométrique, un suivi en temps réel du niveau des nappes qui sont sous nos pieds, et ça nous permet d'éditer des bulletins de situation des niveaux des nappes phréatiques. Alors là, on est en période de vidange, c'est naturel. Les eaux souterraines ne se rechargent pas en été ou très peu. Ça dépend de leur réactivité, ça dépend de la géologie. On est à 73% environ des masses d'eau là qui sont en vidange, et on est environ à 62% de ces masses d'eau qui affichent quand même des niveaux en dessous des normales de saison. On a accusé le coup très très mal l'année dernière avec la sécheresse 2022. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ces nappes d'eau, elles vont se recharger en hiver, donc environ au début novembre, jusqu'au printemps. Et l'année dernière, on va dire l'hiver 2021-2022, les précipitations se sont arrêtées assez précocement. La recharge n'a pas été jusqu'au bout, on va dire. Donc, les stocks ne se sont pas faits entièrement. Et en plus, on a eu un été extrêmement chaud, des températures très élevées, ce qui fait des taux d'évapotranspiration aussi assez grands. Et puis, des besoins en eau qui sont encore plus conséquents. Oui. Et donc, on a vu non seulement une sécheresse météorologique, pas de précipitation, une sécheresse des sols, une sécheresse agricole, et une sécheresse qu'on dit hydrologique, c'est-à-dire des cours d'eau qui sont quasiment à sec ou avec des débits très très bas, ce qu'on appelle l'étiage, et puis des niveaux de nappe très bas. Donc on est parti en 2023 avec ce constat-là, avec ces faits-là, et la recharge de 2022-2023 n'a pas été super efficace non plus. On a, par rapport à l'année dernière, par contre, des zones très contrastées. C'est-à-dire qu'on va avoir des nappes qui vont s'être rechargées assez correctement, notamment sur la Bretagne, bien que les aquifères bretons ne sont pas les plus capacitifs, ne sont pas les plus producteurs d'eau, et que la majeure partie des eaux utilisées, ça va être de l'eau de surface en Bretagne, par exemple. Et on a des territoires qui sont très, très, très déficitaires. On a tout le couloir Rhône-Saône, et puis bien sûr le pourtour méditerranéen, voilà, avec des niveaux qui sont actuellement bas, voire très bas. Donc voilà, donc on est encore évidemment dans une situation qui est compliquée et qui parfois finalement nous revient un petit peu, on va dire, à la figure, parce qu'on l'a dit, tout d'un coup on ne pouvait pas imaginer qu'en France on pouvait souffrir de sécheresse. Bon, on a eu des épisodes, mais tout d'un coup je pense que ça met aussi chacun d'entre nous face à une réalité. Je pense qu'il y a une prise de conscience, oui, avec un constat net avec ce qui est arrivé l'année dernière, avec une sorte de visuel par rapport aux étiages sévères des rivières, ce qu'on peut observer aussi sur les cultures avec des sols extrêmement secs.
Par contre, c'est vrai qu'on prédit ces états de fait depuis fort longtemps. Oui. Et si on revient un petit peu en arrière, depuis 2017, on observe une fréquence en France qui s'accélère au niveau des sécheresses, à part une année 2021 qui avait été particulièrement pluvieuse. Ce sont des phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents et qu'on a vu quand même un petit peu venir. Un petit peu venir. Et alors, la part de l'humain dans cette histoire-là, parce que c'est vrai ici aussi, quand on parle de réchauffement climatique, on voit bien la question aussi. Surconsommation d'eau aussi, peut-être, de la part des Français? Alors, les grandes métropoles, l'objectif numéro 1, de toute façon, pour gérer ce problème, c'est la sobriété. Le plan eau préconise une diminution des prélèvements de 10% en 2030 et les assises de l'eau, d'ailleurs, le préconisaient pour 2025. Oui. Donc, on a déjà reculé l'échéance. Il a fallu anticiper, oui. Voilà. Et les grandes métropoles, les industriels font beaucoup d'efforts pour réduire cette consommation en eau. On doit être à 150 litres à peu près par personne en France. C'est quelque chose qui est assez remarquable et on peut encore faire des efforts. Tous les secteurs doivent faire des efforts, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture, et Elisabeth en parlera mieux que moi. Et c'est quand même le premier effort à faire, c'est cet effort de sobriété. Ouais. Effort de sobriété, aussi avec des problématiques. Parfois, on dit de gestion, que peut-être il faudrait justement, et il en est question aussi sur Polytech, mieux gérer finalement nos ressources en eau. Tout n'est pas parfait? Alors, tout n'est pas parfait, tout est perfectible, sinon on n'aura peut-être pas de problème. Il faut qu'on désilote les secteurs. Ouais. Là, les filières doivent faire des efforts, doivent penser à optimiser leur utilisation, leurs usages, les collectivités aussi, le secteur agricole aussi, mais ça ne se fera pas les uns sans les autres. Il faut des moments de partage, et il y en a. En France, on a organisé par grands bassins hydrographiques avec des schémas directeurs d'aménagement pour la gestion de l'eau, les SDAGE, qui se déclinent en SAGE sur les territoires. Ces SAGE, ils ne sont pas sur toutes les régions. Il y a un objectif aussi, si on parle du plan eau annoncé par le président Macron, il faut démultiplier ces schémas d'aménagement. Et ces schémas d'aménagement, ceux qui sont en charge de les implémenter, ce sont les commissions locales de l'eau, les clés. C'est pareil, il n'y en a pas partout. Oui. Et ce sont des comités où tous les acteurs, tous les usagers de l'eau se retrouvent. Et c'est là qu'on peut discuter aussi des solutions à mettre en œuvre pour une meilleure gestion intégrée de la ressource en eau. On sait faire, on sait traiter de l'eau, il y a des grandes innovations, il y a des solutions fondées sur la nature aussi, il y a les renaturations de cours d'eau, il y a l'agroécologie. Un exemple de solution, par exemple, fondée sur la nature, dont on parle de plus en plus et dont on parlera aussi à Polytech. Qu'est-ce que vous auriez comme exemple concret à donner ? Par exemple, les zones de rejet végétalisé qui sont des espaces où l'eau usée va être traitée par des phénomènes épuratoires naturels, par la filtration du lit poreux sous ces roseaux. Ces roseaux, ils vont permettre de fixer le lit bactérien qui va, manger les matières organiques et les contaminants préoccupants. Et donc ça fait partie d'un type de solution qui est plutôt low cost, qui est utilisé pour les petites agglomérations, les toutes petites villes. Voilà, donc ça fait partie de ce genre de solutions. Toutes les solutions aussi qui peuvent être mises en œuvre pour retenir l'eau sur le territoire, c'est-à-dire qu'on réhumidifie, on recrée des zones humides. Voilà, ça fait partie des solutions fondées sur la nature et des solutions qui permettent de faire revenir l'eau à la nappe phréatique, et de recharger les nappes. Et éviter aussi de les perdre. On évoquait aussi le sujet des fuites. Et ça, en la matière, il y a besoin aussi de beaucoup d'innovation pour pouvoir les percevoir et les arrêter à temps. Parce que c'est un nombre incalculable d'eau perdue aussi, ces fuites. Oui, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est environ 20%, voire plus. Ça dépend, les réseaux fuyards, c'est vrai que ça dépend des collectivités, ça dépend de l'âge des réseaux. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à réparer ces fuites. Mais voilà, ça se fera pas tout seul non plus. Ça doit s'intégrer dans les schémas d'aménagement urbain. C'est là où il faut croiser aussi les disciplines, sur, par exemple, les espaces verts, comment on va repenser la ville, comment on va la désimperméabiliser et comment, par la même occasion, lorsqu'il y a un nouveau quartier, on va réparer ces fuites, tout en restant dans une dynamique de densification du territoire, de zéro artificialisation nette. Il y a beaucoup de challenges et justement, j'imagine qu'à Polytech, il y aura beaucoup
beaucoup de réponses qui seront apportées, beaucoup de débats, beaucoup de discussions autour de ces grandes thématiques-là. Oui, et sûrement encore de la pédagogie à faire, parce que je le disais un peu en introduction, c'est quand même un élément central. Mon fils souvent me dit, quand il boit de l'eau, il me dit « j'en bois maintenant, dans 20 ans, il n'y en aura plus ». Mais c'est un élément central, enfin, c'est quand même central et on a encore besoin de faire de la pédagogie. On a besoin de faire de la pédagogie, il faut repenser l'eau comme un bien commun, plus comme l'eau par les usages, en fait. Bien sûr qu'on aura toujours besoin d'eau, mais il faut penser l'eau pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle donne, non seulement à l'être humain, mais aussi aux écosystèmes associés, au système terrestre, quoi. Merci beaucoup à vous, Marie Petenati, donc hydrogéologue au sein du BRGM, pour nous avoir reposé quand même ces enjeux de l'eau et montrer aussi comment concrètement on peut apporter aussi des solutions. Un commentaire à Manuel Hébert ? En effet, sur Polytech, tous ces sujets seront abordés de façon un peu systémique, comme vous le disiez. La question de la réartificialisation, de la remettre de la nature en ville, la question aussi du réchauffement climatique en ville. Voilà, c'est le développement des zones éponges que vous évoquiez en filigrane. En effet, ce sont les sujets qui seront présentés pendant Polytech. Et comme vous le dites, on est vraiment dans cette notion de conflit des usages et on ne peut plus travailler en silo, réfléchir en silo. Et c'est vraiment ce principe qu'on essaye de travailler au maximum à Polytech et sur cette édition. Et c'est important aussi, quelque part aussi, c'est nécessaire que l'État s'en empare. On a eu ce plan eau. On a vu quand l'hiver dernier, on a parlé de sobriété. Il y a eu un vrai geste aussi de la part des Français, une réaction. C'est important aussi de porter une parole politique forte sur ces sujets-là. Bien sûr, Polytech, c'est aussi, on l'évoquait, la présence d'industriels, la présence du secteur public. Nous, on travaille également avec les différents ministères. On aura un certain nombre de personnalités qui seront présentes à Polytech. On y travaille encore. Vous savez que les agendas, c'est toujours de la dernière minute. On aura typiquement aussi sur le sujet environnemental au sens large, il y a la question du financement. On aura Bruno Bonnel, secrétaire général Financement France 2030, qui sera présent pour parler décarbonation et réindustrialisation. On aura aussi Jean-Luc Fugit, qui est le président du Conseil supérieur de l'énergie, et également un certain nombre de directeurs de chambres d'agriculture de Rhône-Alpes, PACA, etc. Donc voilà. Alors vous allez rentrer tout à l'heure un peu plus en détail, Axel Horouet, sur ce que vous faites concrètement, mais peut-être une réaction aussi à ce qui a été dit sur ce sujet global de la ressource en eau. Alors sur ce sujet-là, effectivement, Marie a très bien posé l'ensemble des enjeux. Et donc c'est vrai que nous, on décline déjà, entre guillemets, l'ensemble de ces éléments-là localement. Ce qu'a expliqué Marie quand elle a fait une petite digression là sur la Bretagne, c'est que la Bretagne, oui, c'est pas comme le Rhône-Alpes, c'est pas comme le territoire de la Garonne. Donc en fait, on va avoir des fonctionnements bien particuliers. Et donc la planification et les actions qu'on va engager, alors il y a des actions techniques, mais quand on va gérer cette ressource, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et d'où viennent ces sécheresses, on les connaît, et comment elles se manifestent, à quel niveau, à quelle fréquence, à quel degré d'intensité. Et donc là-dessus, il y a énormément effectivement de planification à faire. Il y a des choses qui existent déjà à travers des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par la technologie, mais également par la concertation, on en a parlé sur les commissions locales de l'eau. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est bien évidemment impliqués. Et donc voilà, ce que ça m'inspire en tout cas à ce moment-là, c'est que c'est quand même pas des choses qui sont tout à fait nouvelles, c'est des processus qui existent depuis déjà maintenant une vingtaine d'années, qu'il faut certainement repenser un petit peu par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années, mais en tout cas le plan aussi donne une dimension encore plus importante, cette concertation, à ce partage-là. Donc personnellement, je trouve ça super. Et puis nous, on a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et on va en parler tout à l'heure, mais on va poursuivre cette émission spéciale Polytech largement consacrée au sujet de l'eau avec la question qui dérange. Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
La question qui dérange, elle est, mais pas seulement, je vous rassure, pour Elisabeth Vidal. À chaque fois, c'est ce que je précise, parce qu'on a des séquences, mais ça fait peur à tout le monde. Donc, vous êtes la directrice du Carnot Eau et Environnement. Alors, si je disais la question qui dérange, c'est qu'avec vous, on va évoquer notamment le sujet de l'agriculture et on peut se poser la question de savoir si on va arriver à mieux piloter la consommation d'eau dans l'agriculture. Ça, c'est un des pans qu'on va évoquer. Mais d'abord, quand même, vous présentez, vous avez commencé à évoquer ce qu'est Carnot Eau et Environnement. Vous rassemblez 11 unités de recherche, oui, c'est bien ça? C'est ça. Les instituts Carnot, ce sont en fait des regroupements d'unités de recherche qui adressent en fait des besoins des secteurs économiques. C'est un label qui est délivré par le ministère de la Recherche. Et les missions des instituts Carnot, il y en a 39 en France, c'est de développer les partenariats de recherche avec les entreprises et les acteurs socio-économiques dans ces secteurs industriels. Et donc, le Carnot Eau et Environnement regroupe des chercheurs de l'INRAE, mais aussi du CNRS, de l'IRD, de l'Université Aix-Marseille, de l'Université de Montpellier, et adresse en fait 4 domaines d'activité autour de l'eau. Vraiment, c'est vraiment des focus sur l'eau. Un domaine d'activité sur la surveillance de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Un autre sur l'optimisation des ouvrages et des infrastructures hydrauliques. Un autre sur la constitution de nouvelles ressources, en fait, Bien sûr. qui est un sujet vraiment prégnant maintenant. Et le dernier sur la gestion des risques naturels, ce qui nous permet d'adresser en fait les besoins des entreprises, des collectivités territoriales autour de la gestion des eaux pluviales, la détection et le traitement des micropolluants, la réutilisation des eaux usées traitées ou des eaux non conventionnelles, et puis la gestion des risques naturels. Voilà, donc c'est pour balayer aussi ce que vous faites et montrer aussi, on ne cesse de le répéter, mais l'importance de la recherche dans ces sujets-là, parce qu'il y a encore besoin justement d'innover, de chercher, de travailler justement avec, comme vous le disiez, les partenaires socio-économiques du secteur. Tout à fait, en fait, pour amener en fait les résultats de la recherche jusqu'à de l'innovation, en fait, qui vont ensuite être portés par des entreprises, ou pour produire de la connaissance qui vont permettre en fait à ces acteurs socio-économiques d'aborder les transitions écologiques et énergétiques auxquelles ils sont confrontés. Et pour faire tout à l'heure, là, on parlait effectivement des questions de gestion de l'eau qui deviennent les questions de tous. Aujourd'hui, il y a on a des solutions techniques, on a des solutions technologiques, mais elles vont pas apporter seules, en fait, les réponses. Vous l'avez dit, il y a un fort besoin de concertation, et aujourd'hui, on fait des innovations sociales, en fait, pour aider à la concertation. Et on couple, en fait, par exemple, des jeux sérieux qui sont des jeux de rôle qui mettent en jeu justement les acteurs du territoire, qu'ils soient agriculteurs, collectivités, associations environnementales. On les couple avec des modèles numériques qui sortent de nos laboratoires de recherche pour aider justement à la concertation. Donc il n'y a pas que de l'innovation technologique. Aujourd'hui, il y a aussi de l'innovation sociale qui va venir aider à construire en fait la gestion de l'eau de demain. Voilà, il faut en parler aussi, ça c'est un point aussi important. Alors sur le sujet de l'agriculture, je sais bien que c'est pas le seul sujet, mais si on veut pas en parler, parce que souvent on pointe du doigt, et voilà, pour résumer, on dit toujours il y a du maïs, il est trop arrosé, je fais un résumé comme ça, voilà, même si certains m'ont dit finalement il n'y a pas besoin autant d'eau, bon, on sait jamais. En tout cas, voilà, il y a un vrai besoin évidemment en eau de la part de l'agriculture, des vrais besoins, et ça, en la matière aussi, il faut agir. Oui, tout à fait. En fait, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, tout le monde est amené à fait avoir une attitude plus sobre vis-à-vis de la ressource en eau. Et effectivement, l'agriculture est concernée aujourd'hui. Et en fait, c'est la plus grande part d'utilisation de l'eau, l'agriculture en France. On distingue en fait la partie, la notion d'eau prélevée et d'eau consommée. Donc en fait, c'est pas les agriculteurs qui prélèvent le plus d'eau, c'est plutôt le secteur de l'énergie en fait qui prélève le plus d'eau. Mais effectivement, on l'a vu avec la question aussi des centrales nucléaires, aussi du besoin en eau qu'on avait évoqué aussi. Voilà. Mais en fait, cette utilisation-là, en fait, remet de l'eau dans le milieu, ce qui n'est pas le cas en fait du prélèvement agricole, qui n'est pas effectivement remis dans le milieu, ce qui fait qu'en termes de consommation, aujourd'hui, alors on est sur on dit que 60%
50% de l'eau qui est consommée et liée à destination agricole. Mais aujourd'hui, on se rend compte aussi, aujourd'hui où on a besoin de beaucoup plus de précision dans ces chiffres, on se rend compte qu'effectivement, ils sont très peu précis. On a beaucoup à faire encore, notamment en matière de recherche et de travaux avec les gestionnaires de l'eau pour avoir une vision beaucoup plus réelle en fait de ce qui est véritablement consommé par les uns et les autres. Bien sûr, alors c'est pas pour pointer du doigt un secteur en particulier, de toute façon il y en a besoin, d'eau, on a besoin de se nourrir, donc on a besoin aussi des agriculteurs, il faut le souligner. Il y a sûrement, évidemment, ça se développe de plus en plus aussi des technologies qui sont économes en eau et qui permettent justement d'optimiser. Alors effectivement, on est passé en fait sur de systèmes en fait d'aspersion pour lesquels en fait l'évaporation est relativement importante, à des systèmes de goutte à goutte où en fait on maîtrise mieux, où on amène l'eau directement à la plante, et aujourd'hui on parle même de goutte à goutte enterrée qui permet de limiter en fait les déperditions d'eau et de passer en fait de notions d'eau consommée à d'eau efficace. Donc ces outils apportent véritablement une plus-value en fait pour justement renforcer l'efficience de l'eau. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'on voit qui est de plus en plus utilisé et qui a une efficacité réelle, notamment en période de stress, c'est de pouvoir en fait coupler ces outils avec des mesures en fait de la quantité d'eau présente dans le sol, de façon à pouvoir apporter les justes quantités au moment où il y en a véritablement besoin. Et ça, les collègues en fait qui font des recherches, par exemple à Montpellier sur des plateformes expérimentales, mesurent en fait un réel gain d'économie d'eau en fait grâce à ces outils de pilotage, qui sont des outils de pilotage numérique et qui permettent vraiment de mesurer la quantité d'eau nécessaire à un moment donné, de façon à ne pas utiliser trop d'eau et de garder la ressource là, véritablement à l'endroit et au moment où on en a besoin. Voilà, parce que les nouvelles technologies arrivent aussi dans ce secteur-là. Il y a aussi des drones. Et alors, il y a aussi des nouvelles façons de faire. On met parfois en avant la permaculture, l'agroécologie. Ça aussi, ce sont, on va dire, des choses, peut-être pas sur des grands terrains, aussi c'est peut-être un peu compliqué, mais ce sont peut-être des choses qui vont permettre aussi d'avancer aussi et de mieux économiser l'eau dans le secteur de l'agriculture. Effectivement, on voit que, par exemple, utiliser, alors on sait qu'il y a des variétés, il y a des cultures qui sont plus consommatrices que d'autres, donc dans la mesure où on pourrait avoir le choix, eh bien effectivement on peut avoir le choix des cultures. On peut essayer aussi d'utiliser des variétés qui sont plus précoces parce qu'elles viennent en fait utiliser la ressource là où il y a à des périodes où il y a plus d'eau. Et puis après il y a des changements de pratiques avec notamment par exemple de l'agriculture conservatrice des sols où on touche moins le sol, on le laisse, on laboure moins, on couvre les sols, on enherbe les sols et puis on les couvre et de façon à ce que les capacités d'infiltration du sol soient plus importantes et que du coup l'eau, notamment l'eau de pluie ou l'eau d'irrigation qu'on pourrait apporter soit plus efficace et plus retenue dans les sols quand les plantes en ont besoin. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, pareil, c'est pas que des questions de technologie ou de pratique. Il y a tous les aspects économiques en fait qu'on étudie aussi, qui vont avec ces solutions parce que les agriculteurs, il faut aussi les accompagner. On manque beaucoup de références. Ces nouvelles pratiques sont nouvelles et en fait, il y a un véritable enjeu à créer de nouvelles références, à la fois techniques mais aussi économiques, de façon à pouvoir accompagner les agriculteurs dans ces transitions. Voilà, donc si on veut sortir de cette question qui dérange, on a les moyens de mieux piloter la consommation d'eau de l'agriculture en France. Ça existe et en fait, voilà, les solutions existent, elles commencent à se mettre en place et là, on est dans des phases de création, de construction de références de façon à pouvoir en fait les déployer encore plus largement. Merci beaucoup à vous pour cet éclairage, pas seulement sur l'agriculture, mais aussi sur ce que vous faites. Elisabeth Vidal, directrice du Carnot Eau et Environnement. Marie Pettenetti, peut-être un commentaire sur ce qui vient d'être dit et évoqué, sur ces solutions aussi qui sont proposées dans l'agriculture ? Moi, je rebondirais aussi sur le fait de créer des nouveaux modes
de gouvernance, alors comment dire, de la gestion participative, voilà, de la ressource, et c'est Elisabeth le disait beaucoup mieux que moi. Il y a des recherches en cours là-dessus. Il y a le PEPR qui est actuellement, c'est France 2030 qui finance des PEPR, dont le projet exploratoire. Programme de recherche qui s'appelle One Water, qui est coordonné d'ailleurs par le BRGM, l'INRAE et le CNRS. Et dans ce programme de recherche, on parle justement de croiser les géosciences, les sciences sociales, et il y a des axes entiers qui sont destinés à comprendre les dynamiques sur les territoires et comment on peut faire de la recherche sur cette recherche participative pour créer des nouvelles trajectoires pour la gestion intégrée de la ressource en eau. Alors, Manuel Hébert, au vu de ce qui vient d'être dit, vous disiez qu'il y a une catégorie, on va dire, particulière, agriculture et climat aussi. C'est vraiment important de souligner ce sujet-là, qui sont en lien finalement avec les sujets de ressources qui seront au cœur de Polytech. Oui, complètement. On a en effet un forum dédié à cette thématique agriculture et climat. Mais je pense que ce qui est important vraiment de retenir aussi sur ce qui vient d'être dit, c'est la dimension systémique et la nécessité de faire tomber les barrières, arrêter les silos, travailler ensemble, gérer les conflits d'usage, trouver de nouvelles formes de gouvernance. Enfin, c'est ça vraiment, je crois, ce qui est notre objectif. Oui, c'est ce qu'on entend, c'est qu'en fait, il y a plein de technologies, il y a plein d'innovations, mais en fait, il faut vraiment que les acteurs se rencontrent. Usage, gouvernance, technologie. C'est vrai qu'on est, une fois encore, dans une approche qui n'aura pas une solution unique. C'est vraiment cette idée qu'on est dans une recherche, dans une combinaison de solutions, qu'elles soient technologiques, de gouvernance humaine, d'usage. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Et donc ce forum agriculture et climat, oui, dans le cadre aussi d'un Polytech, on va parler économie circulaire, on va parler gestion des ressources, on va parler climat, on va parler énergie, et voilà. Et tout ça ensemble, toute cette grande famille environnementale, c'est comme ça qu'elle, en tout cas, ce qu'on peut observer, qu'elle fonctionne de plus en plus. Alors pour ce dernier tour de table de cette émission spéciale Polytech, on va s'intéresser à un des acteurs, on va dire. Il y en a évidemment beaucoup qui sont présents et qui sont présents sur ce salon à travers ce coup de projecteur. Allô la Lune, ici la Terre, coup de projecteur. Et ce coup de projecteur, il est porté sur Antea Group avec Axel Horouet. Bonjour, rebonjour. Voilà, parce que vous êtes là depuis le début de l'émission, responsable gestion intégrée de la ressource en eau, société. Alors quelques mots quand même pour présenter Antea Group, qui est une société d'ingénierie, c'est ça, cabinet de conseil en environnement. Tout à fait. International quand même. International, effectivement. Donc on est une société d'ingénierie et de conseil dans le domaine de l'environnement. Sur la partie française, on existe depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Et donc, on intervient également dans les DOM sur des thématiques. Alors, il y a plusieurs axes, mais les 3 axes principaux, c'est l'environnement, au sens large, qui va traiter de tout ce qui est cité sol pollué, dossiers réglementaires, etc. Donc, l'accompagnement de nos clients privés vers, j'allais dire, l'après friche industrielle, etc. Comment on gère l'ensemble de ces éléments-là. On a une activité plutôt liée à la géotechnique. Oui. Donc là, on peut parler effectivement des ouvrages, de tout ce qui va être ouvrage au sens large et infrastructure au sens large. Et puis une activité dans le domaine de l'eau. Donc là, on va couvrir l'ensemble du cycle technique, ce qu'on appelle le cycle technique, donc adduction en eau potable et système d'assainissement, donc sur ce cycle-là. Et puis on intervient également sur le grand cycle de l'eau, donc sur la gestion au sens large, sachant que effectivement aujourd'hui tout est imbriqué. Quand on va parler de l'eau, c'est de l'eau souterraine jusqu'au robinet, voire même jusqu'à la rivière. Et puis tout ça, ça forme un joyeux cycle qu'il faut gérer et sur lequel on a des problématiques techniques et des problématiques de gestion. Donc on intervient sur tous ces éléments-là. Puis on a une unité un peu transversale qui est liée à la donnée, à la data, et qui va traiter effectivement, qui va être très transversale. On a parlé, il y a beaucoup de choses en termes d'intelligence artificielle. On parlait de météo des nappes avec BRGM, ou bien de systèmes intelligents de pilotage. Donc en fait, la donnée effectivement s'insère aujourd'hui partout, et c'est bien normal. Et donc du coup on a besoin aussi de systèmes experts pour j'allais dire travailler et pour mieux comprendre et pour prescrire.
Voilà, vous rentrez déjà dans un des points, j'allais dire que j'allais soulever, mais c'est très bien. Alors justement, vous parlez du BRGM et de votre voisine. Vous avez un laboratoire d'essais géomécaniques qui s'est installé au sein d'un campus, c'est ça, du BRGM, donc vous avez du lien. Alors historiquement, en fait, Antea est une émanation du BRGM, il faut le savoir. C'est ça. Donc en fait, ce laboratoire est resté dans les locaux du BRGM. Donc effectivement, c'est un laboratoire de géomécanique qui nous permet de faire des essais sur tout un tas de matériaux. Et donc, du coup, ça nous permet d'être assez spécifique et de pouvoir bien prescrire et de faire pas mal de choses là-dessus. Voilà, comme ça, on fait le rapprochement aussi, j'allais dire, entre vous. Alors, on va rentrer dans les détails techniques, j'allais dire, et voilà, comment vous travaillez sur certaines solutions. Peut-être vous, parce qu'on parle du sujet de l'eau, vous gérez justement les sujets de ressources en eau. Comment vos clients, justement, appréhendent ce sujet de l'eau ? Alors aujourd'hui, donc on accompagne des clients privés, des clients publics. J'allais dire les clients privés, il y a quand même la prise de conscience, elle se fait là maintenant, même si elle est un peu historique. Mais la première des questions qu'on vient nous poser, c'est quelle est la pérennité des activités que je mène aujourd'hui sur un territoire. D'accord. Ça, c'est vraiment la première question. Donc on les accompagne dans cette réflexion-là. Une fois qu'on a identifié ça, c'est qu'est-ce que je peux faire pour soit pérenniser mon activité, soit pour la muter ou la transformer ou trouver des solutions d'adaptation. Donc nous, on est vraiment là dans pour nos clients privés, c'est vraiment ce qu'on fait et ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Donc ça nécessite, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut aller dans les process. Où est-ce qu'on perd de l'eau? Comment ça se passe? Quelles ressources vous utilisez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est tout le temps constant au cours de l'année? Bon, là, on rentre un petit peu dans le détail, mais c'est vraiment le cœur de notre métier. C'est maintenant de transformer un petit peu de manière pratique les problématiques de nos clients là-dessus et quand ils se retrouvent confrontés à ces situations-là. Mais la première des questions, c'est effectivement quelle est la pérennité des activités que je mène aujourd'hui. Ça, c'est la base. Donc, c'est quand même, oui, ils sont inquiets. C'est quand même central. Comme quoi, on voit bien la ressource aussi. C'est aussi la ressource en eau importante pour nous, on va dire être humains, mais pour des entreprises aussi. Quand même, il y a un intérêt économique derrière tout ça. Exactement, il y a des intérêts économiques. Après, chaque secteur est un petit peu différent, mais sans rentrer dans les détails. Mais si on prend l'industrie agroalimentaire, oui, il y a des questions qui peuvent se poser. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de tout ça? Donc, nous, on accompagne nos clients dans ce domaine-là. On a d'autres points, effectivement. Est-ce qu'il y aura un exemple peut-être un peu marquant, justement, d'accompagnement d'entreprise dans tout ce que vous faites sur ces sujets-là? Je ne peux pas vous citer d'entreprise. Non, sans citer le nom de l'entreprise, mais la solution apportée. Alors là, on mène des études de prédiction de débit. Oui. Sur des cours d'eau, et de prédiction de la ressource en eau souterraine, parce qu'effectivement, il y a un process qui est assez intriqué. Et en fait, l'industriel en question a une action quand même sur les cours d'eau. C'est-à-dire qu'il n'a pas qu'une action négative. En fait, il se trouve que ces rejets soutiennent aussi un petit peu le débit des cours d'eau. Donc là, du coup, il y a d'autres questions qui se posent. Mais par contre, il peut être soumis à des autorisations un peu différées. Donc on travaille avec lui sur comment on optimise le pilotage, comment on optimise ces rejets pour les sortir à la bonne période et comment on peut regarder comment ça se passe, au terme de ressources et dans son process. Donc là, on va les accompagner très concrètement là-dessus. On peut également instrumenter pour essayer de l'aider à identifier les points sur lesquels il y a des économies d'eau à faire, parce que même si parfois, du point de vue global, on dit je sais que j'ai 20% de pertes, mais elles sont où ces pertes et comment, et est-ce que je peux vraiment les réduire ou pas, et quel est l'impact économique aussi en investissement, parce que parfois c'est des investissements assez lourds. Donc on peut les accompagner aussi vers des guichets, entre guillemets. Les agences de l'eau peuvent financer aussi, ça fait partie de leur ligne de programme. Donc voilà, on les aide aussi un petit peu à se débrouiller dans ce monde-là, ce qui n'est pas toujours très évident pour un client industriel parfois. Exactement. Alors vous avez évoqué aussi le sujet de la donnée, de la data, on parlait d'intelligence artificielle. Maintenant, de toute façon, peu importe le secteur dans lequel on se trouve, on dit qu'on ne peut pas agir sans mesurer et sans évaluer. Donc c'est au cœur aussi d'une stratégie. Effectivement, c'est au cœur d'une stratégie et vous savez, quand on mène, alors c'est l'autre côté, quand on fait de la concertation plutôt pour des opérateurs publics, donc on met autour de la table, très concrètement, l'ensemble des partenaires. D'ailleurs, quand on parlait vous n'avez pas utilisé ce mot-là, mais moi je le mets comme ça, c'est la gestion sectorielle ou silotée. Voilà, silotée en silo, oui. La gestion intégrée, c'est justement pour sortir de la gestion sectorielle. On intègre tout. Donc c'est vraiment c'est au cœur du sujet. Et donc, du coup, on va déjà avoir l'ensemble de ces acteurs autour de la table. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très bête. C'est avant de trouver des solutions, il faut d'abord être d'accord sur le constat. Donc, quand on a des bases de données ou des systèmes d'information qui nous disent le niveau c'est tant,
au moins on objective et on peut se parler. On peut se parler autour de la table. Donc effectivement, ça fait partie des objectifs d'une entreprise comme la nôtre, de travailler sur ces systèmes-là, non pas forcément uniquement sur la capitalisation de la donnée, mais parce qu'on va pouvoir travailler sur des systèmes experts, travailler sur des outils de prédiction, sur des outils de pilotage, parce qu'on s'aperçoit aussi que pas mal des acteurs aussi sont un petit peu perdus parfois sur la masse de données qui remonte. On a énormément de sources de données, on en acquiert en plus en temps réel, donc non content d'en avoir déjà beaucoup, en plus on rajoute un petit peu de flux d'informations dans tout ça. Donc nous, on les accompagne aussi dans la structuration de tous ces éléments-là, mais qui rentrent vraiment dans un processus de gestion de la ressource et de gestion aussi et de pilotage de leurs activités. Et alors, je crois savoir, ou mon petit doigt me dit qu'en tout cas, vous voulez vraiment renforcer l'expertise que vous avez sur cette gestion des données et aussi la surveillance environnementale, parce que ça aussi, c'est un point important. Vous parlez aussi des cours d'eau, il faut les surveiller aussi. Exactement, et puis parce que parfois, nos clients aussi privés ne savent pas vraiment quelle est l'incidence de ce qui se passe. Même les services, les services de l'État, parfois, ne savent pas vraiment. Donc, on met des éléments de pilotage, de remontée de l'information. Donc, on travaille effectivement beaucoup sur ces sujets-là pour apporter des solutions, un peu clés en main pour l'ensemble de nos clients. Et puis, qui s'accompagnent aussi de toute notre expertise technique derrière. Parce que une fois qu'on a dit qu'il y avait un problème, d'où il vient, quelle est son incidence réelle, quel est son impact et qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser ça la prochaine fois, c'est toute notre philosophie. Alors, c'est quoi la prochaine actualité d'Antea Group? En dehors du fait d'aller à Polytech, mais ça, de toute façon, c'est incontournable. Les prochaines actualités d'Antea Group, d'abord, c'est son projet, effectivement, qui traite vraiment, qui se centre autour du changement climatique et des solutions. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les impacts de ces extrêmes climatiques dans plein de domaines. Donc, on parle des impacts un peu immédiats, tout ce qui va être inondation, comment on travaille aussi sur des zones d'expansion de crues plus naturelles, on parlait des zones végétalisées, etc. Donc on va travailler vraiment on se concentre depuis maintenant 2-3 ans sur cette dynamique de changement climatique. Et c'est ce qui est vraiment un driver transverse de toutes les activités, puisque ça touche l'eau, ça touche les activités de l'eau, ça touche la data, ça touche l'environnement. On voit bien que c'est un driver fort. Donc on se positionne vraiment sur des solutions impact, vis-à-vis de ce changement climatique. Merci à vous, Axel Horouet, donc le responsable gestion intégrée de la ressource en eau au sein d'Antea Group. On arrive quasiment à la fin de cette émission spéciale Polytech. Peut-être une conclusion de la part des uns et des autres. Attention, je vais me tourner vers Elisabeth Vidal en premier. Exercice de conclusion. Eh bien, écoutez, en conclusion, moi, je dirais, venez nous voir. Venez nous voir à Polytech. On aura nos chercheurs là, du Carnot qui participeront donc au forum eau agriculture pour parler justement de l'agriculture et des consommations d'eau et des mesures, en fait, qui sont mises en œuvre en ce moment. Certains viendront parler de la réutilisation des eaux usées aussi à des fins agricoles, mais pas que. Sur notre stand, on aura des chercheurs qui viendront montrer en fait les outils qu'ils ont développés pour une meilleure concertation, des outils pour suivre l'évolution des bonnes pratiques agricoles pour moins polluer les cours d'eau, d'autres sur la gestion aussi des risques et inondations en ville. Et puis on aura une conférence aussi où on aura plusieurs chercheurs qui viendront parler en fait des nouveaux outils pour détecter et traiter les pollutions émergentes, qu'elles soient agricoles ou d'origine industrielle ou médicamenteuse, par exemple, où là, on a beaucoup aussi de sujets à partager avec nos partenaires et le public de Polytech. Alors, je passerai tout à l'heure la parole vraiment en conclusion, évidemment, à Anne-Manuelle Hébert, mais Marie Pétenati, peut-être un mot aussi du programme. En conclusion, aussi, je vais faire un petit peu ma pub. Un peu de teasing. Donc, effectivement, venez nous voir à Polytech. Les chercheurs du BRGM seront aussi sur le salon. Et puis, moi, particulièrement, je serai là le 10 octobre à 14h au forum eau et assainissement. On parlera réutilisation d'eau usée traitée, on parlera recharge maîtrisée d'aquifères. On parlera pluie, on parlera haute surface, on parlera eau souterraine. Donc voilà, c'est là qu'il faut me retrouver avec Rémi Declercq de Ecofilae et Madame Casanova du Grand Reims. Voilà, on croise les acteurs industriels, les acteurs des collectivités et les chercheurs sur ce forum.
Voilà, Axel Rouet, vous avez un programme aussi à nous donner. Venez nous voir. Il va falloir remplir un carnet. Écoutez, pas très innovant, mais oui, venez nous voir parce qu'il y a pas mal de partages justement de projets qui ont été faits sur la France, sur l'ensemble de la France par les équipes d'Antea. Et puis on a des petits stands de démo aussi, donc d'utilisation d'outils et de présentation d'expériences qu'on a menées concrètement sur le territoire français. Donc des exemples de réalisation. Donc venez. Exactement. En tout cas, là, on a eu déjà de beaux exemples et on voit bien la dynamique, Anne-Manuelle Hébert. Complètement. Alors si, évidemment, je pourrais dire également, venez à Polytech, c'est évident, mais c'est surtout, en effet, Polytech, c'est un moment de convergence très fort pour toute cette filière et ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe lors d'événements tels que Polytech, ce partage de connaissances et d'expertise, l'envie aussi d'agir, donc de partager les bonnes pratiques. Et comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de choses existent. Donc ça donne aussi, ça encourage, ça fait partie de cette notion d'engagement aussi, ça encourage et on se dit que tout n'est pas perdu et c'est important de pouvoir parler de tout ça. Et on a tous, je crois, hâte d'être à Lyon dans maintenant quelques jours. Exactement. Et alors, tant qu'à faire du teasing, j'y serai aussi. J'ai un grand plaisir d'animer l'ouverture, la première table ronde sur la décarbonation et la réindustrialisation, et d'avoir un échange aussi avec Éric Orsena. Donc, je vais dire, je vais pas m'en plaindre. Il y a un très, très beau programme. N'hésitez pas à regarder. Évidemment, là, on a parlé beaucoup de l'eau, mais il y a beaucoup d'autres choses sur ce salon Polytech, donc du 10 au 13 octobre à Lyon Eurespo. Merci encore à tous les quatre d'être intervenus dans cette émission spéciale sur Carbone Zéro, la radio. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition d'Allô la Lune, ici la Terre. Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.